Bonjour à tous. Donc merci au Shift déjà de m'avoir invité à vous parler ici. Je suis extrêmement ravi du fait que l'idée que l'agriculture et l'énergie, il y a des liens. Et comment ça percoler, ça me rend très heureux. Et le travail que je veux vous présenter, c'est issu d'une toute petite équipe qu'on a au LEED, donc le laboratoire intersimilaire des énergies de demain, et qui s'intéresse aux questions agricoles dans le cadre de la transition énergétique. Et c'est la thèse de Souheil Archaoui est très centrale dans les résultats que je vais vous présenter. Donc je le remercie grandement pour toutes les belles figures qu'il a pu produire dans le cadre de sa thèse. Là, il est occupé à la rédiger, donc il n'a pas pu être parmi nous. Et voilà. Donc, quelques généralités quand même, hein, je n'ai pas pu m'empêcher parce que bon, c'est sûr que je ne parle pas des spécialistes. Donc l'agriculture est une actrice majeure de la transition énergétique et des structures socio-économiques et de l'état de l'environnement. Donc si on compte l'ensemble des humains et des animaux d'élevage qu'on élève sur Terre, et ça somme à une puissance biologique de 4 terawatts, et ce qui est à peu près 20% de la puissance totale socio-technique installée sur Terre. Donc ça donne un ordre de grandeur de si on est nombreux sur Terre, etc. Sachant que, comme ça a été mentionné tout à l'heure, 3/4 de cette puissance, donc les 3 terawatts, correspond à des animaux d'élevage, donc des monogastriques et des ruminants. Et les villes qu'on a pu construire et dont on apprécie beaucoup l'existence et qu'on est très content d'y être, sont une externalité positive de l'agriculture. Donc c'est un peu évident une fois dit, mais c'est pas souvent dit. Et que les villes sont les produits des campagnes et que si on veut continuer à avoir un mode de vie urbain, il faut dégager suffisamment de surplus agricole pour pouvoir nourrir les humains non producteurs. Et ensuite, la population supportable mondiale est une fonction du métabolisme énergétique de l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas se suffire à faire des projections démographiques, et comme c'est souvent fait, et qui sont basés sur des modules de dynamique de natalité, mortalité, etc., qui nous disent que en 2050, on sera à 9 milliards, ou en 2100, on sera entre 10 et 15 milliards, etc., en fonction des variantes des projections. Mais il faut coupler ces projections-là, donc purement démographiques, basées sur des dynamiques internes des populations, je le répète, il faut le coupler avec des travaux de disponibilité de ressources et de capacité nourricière de l'agriculture. Donc c'est aussi un peu dans cet esprit que se situe le travail. Et ensuite, les impacts environnementaux planétaires qui vont bien au-delà du changement climatique, hein, donc ça a été aussi évoqué, mais on peut penser au cycle biogéochimique planétaire tout simplement, à la biodiversité, à des problèmes de pollution des terres, de pollution atmosphérique au-dessus de villes, et de toxicité, de perturbateurs endocriniens, etc., sont dans très grande partie d'origine agricole. Donc l'agriculture contribue certes des gaz à effet de serre, elle est relativement minoritaire dans le bilan, mais elle contribue quand même, mais c'est l'activité majeure de dégradation environnementale par ailleurs. Donc, même si on n'avait pas de changement climatique, la biodiversité continuerait à décliner très probablement à cause des impacts environnementaux spécifiques de l'agriculture, liés notamment à la perturbation des grands cycles biogéochimiques. Et donc là, je trouve que c'est un point très important sur lequel il faut insister. Et donc l'agriculture et son fonctionnement et tout ça prennent une nouvelle allure dans le sens où on s'attend à ce que il est attendu, on projette, on souhaite que l'agriculture puisse contribuer dans la transition énergétique en fournissant de la bioénergie de substitution aux énergies fossiles. Et donc la question c'est, est-ce que c'est un vain espoir ou est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est possible que l'agriculture contribue de la bioénergie sans empiéter sur sa capacité à produire de l'alimentation, sachant qu'aujourd'hui, on consomme de l'énergie de manière nette pour produire les aliments. Donc,
pour contribuer à la transition énergétique, il faudrait produire plus d'énergie que ce qu'on consomme, tout en continuant à produire la même quantité d'aliments. Donc, ce sont un peu le point que je vais aborder dans mon exposé. Et donc, on travaille dans le laboratoire, on s'intéresse aux trajectoires passées et à la vision prospective qu'on essaye de nourrir avec les éclairages qu'on obtient par l'analyse historique. Et donc, pour cela, on essaye de travailler dans un périmètre physique pertinent, d'accord, qui permet de retracer les évolutions sur de longues durées, donc sans occulter les transitions socio-techniques qui font que le périmètre fonctionnel d'un système change au cours du temps. Donc on ne peut pas être extrêmement inclusif parce que sinon ça serait hors de portée, hein, le travail de modélisation sur plus d'un siècle. Mais il ne faut pas être non plus réducteur et perdre de vue l'essentiel. Donc les calculs, on fait des calculs, hein, donc on part des données historiques enregistrées dans les statistiques qu'on modélise pour les faire parler et dans le contexte qui nous intéresse. Donc on regarde des indicateurs d'efficacité capacitaire et nourricière, surplus éventuel de bioénergie et un autre indicateur qui est très courant dans le champ de l'énergétique, hein, intéresse beaucoup les énergéticiens et il est très pertinent dans la transition énergétique, c'est le fameux Energy Return on Investment, donc ça veut dire retour énergétique sur investissement énergétique, et donc qui est un indicateur, c'est pas une efficacité, hein, c'est un indicateur de retour sur investissement qui nous montre combien d'énergie on peut obtenir d'un système par unité d'énergie investie dans le système. Donc si on veut que l'agriculture contribue à la transition énergétique, ça veut dire automatiquement qu'on considère que c'est un système énergétique. Et que dans ce cas-là, il faut qu'il ait un ROI, donc un retour sur investissement, supérieur à 1, parce que sinon, ça ne sert à rien d'un point de vue énergétique. Ça serait inutile, un système inutile d'un point de vue énergétique. Alors, toute cette question est assez complexe, j'essaie de résumer au maximum. Alors, l'agriculture est une pompe de nutriments dans l'environnement. On peut voir ça comme ça. Et donc, elle cherche de récupérer des nutriments sous l'action du soleil et les transformer en aliments. D'accord ? Alors, lorsqu'on injecte du travail et des intrants, entre autres des engrais, hein, donc des nutriments tout prêts pour les plantes, on facilite et on rend plus efficace et plus rapide le fonctionnement de la pompe. Donc, on produit plus rapidement, de plus grande quantité de nutriments pour nourrir une population croissante ou satisfaire à des besoins divers. D'accord ? Donc, il y a des entrées des nutriments, des sorties des aliments et des entrées qui correspondent à deux ressources qui sont investies, donc de ressources matérielles et énergétiques, qui constitue le bilan global du système. Donc cette énergie investie que je montre à gauche correspond à l'énergie dite directe, c'est-à-dire ce que voit l'exploitant agricole, c'est l'essence qu'il achète pour son tracteur, c'est l'énergie pour chauffer sa serre, c'est l'énergie pour actionner sa pompe d'irrigation, etc., etc. Et il y a aussi une grande partie d'énergie investie indirecte, il ne voit jamais ça. D'ailleurs, nous aussi, on consomme, une grande partie de ce qu'on consomme est indirecte. On ne voit pas du tout les ressources investies dans la production de nos biens de consommation. Donc, c'est exactement la même chose, par analogie. Et donc, cette énergie investie indirectement correspond à toute l'énergie grise pour fabriquer les différents intrants agricoles. Donc, à l'intérieur du système, donc c'est un système biologique, hein, évidemment avec des infrastructures techniques, mais notamment biologiques, et à l'intérieur duquel il y a des facteurs de dissipation. Et donc c'est ça qui fait que, en fonction de ce qu'on produit, en fonction de la composition de la production ou de régime alimentaire, etc., on est plus ou moins efficace. Donc, il y a certaines choses qu'il faut. La chose principale qu'il faut
Et comprendre, c'est et donc ce qu'on a essayé de mettre au centre de notre analyse, c'est quels sont ces fameux facteurs de dissipation. Et donc on en a identifié 4, et je pense qu'on n'a pas laissé grand-chose de côté. Donc le premier, c'est l'élevage. Mais l'élevage de quoi? C'est surtout l'élevage de granivores et non pas des herbivores. La raison est simple, c'est que les prairies donc, ne sont valorisables que par des ruminants et composent 3/4 de la surface agricole exploitable de la planète. Donc si on ne fait pas des granivores, ça veut dire qu'on met hors circuit de production 3/4 de surface dont on dispose, d'accord, et on continue à fonctionner avec 1/4. Même si on était tous végétariens, lorsqu'on a 1/4 sur 3/4, on produit forcément moins que si on met la totalité de 100%, donc de 4/4, au service de la production. Ce qu'il ne faut pas faire, par contre, c'est d'abuser en nourrissant les herbivores, donc les ruminants, avec du grain. Et ça, c'est une aberration totale qu'il faut absolument éviter. C'est-à-dire de ne pas faire des vaches et des bœufs, des porcs et des volailles. D'accord ? Il ne faut pas les transformer en monogastriques, parce que justement, il faut exploiter au maximum leur capacité magnifique de valoriser de la biomasse que nous ne pouvons pas ingérer et valoriser directement. Alors, un autre facteur de dissipation qui justement permet de faire la jointure entre énergie et agronomie, ce qui est très rarement fait, et donc c'est de ça largement que souffre la recherche en agriculture du point de vue de la durabilité et de la transition énergétique, c'est que énergéticiens et agronomes ne se parlent pas. Parce que les uns considèrent que l'énergie, que l'agriculture, c'est l'affaire des agronomes et ils n'ont rien à faire là-dedans, les énergéticiens, et vice-versa. Donc, ça veut dire que c'est une intersection extrêmement importante qui n'est investiguée par personne. Donc, ce qui fait la jointure, que je viens de dénoncer dans des termes un peu inhabituels, c'est l'efficacité d'utilisation des engrais, des nutriments. Donc, ce que les agronomes appellent efficacité d'utilisation des nutriments qu'ils mesurent de différentes manières au niveau du champ, au niveau des champs, au niveau des expériences, au niveau macroscopique, etc. Alors, ensuite, un autre facteur sont les résidus, un autre facteur de dissipation, c'est-à-dire les résidus, c'est une invention d'une certaine manière, c'est de la biomasse que nous on décide qu'elle est résiduelle, elle a poussé dans le champ sous le soleil, elle est potentiellement exploitable, potentiellement productrice de biens de consommation. Si on en fait des résidus, c'est qu'on ne veut pas la valoriser, donc c'est une façon de ne pas maximiser le profit que l'on peut tirer de la production de biomasse totale. Et le quatrième facteur, c'est combien on est efficient au travail, c'est-à-dire que du moment où on investit de l'énergie dans le système, eh bien combien on est efficace dans cet investissement. Est-ce qu'on valorise une grande partie, une grande fraction du 100% qu'on investit, ou est-ce qu'on est vers des pourcentages très faibles de 1, 2, 3%, etc. Donc ce sont tous ces aspects-là qu'on va voir rapidement et le long de l'exposé sur le temps qui reste. Donc, je vous ai annoncé qu'on a travaillé sur une longue durée en France. Donc, on a pris toute la production française agricole, d'accord, et on a modélisé les entrées, les sorties, la production végétale, la production animale, les efficacités que je vous ai citées tout à l'heure, etc. Donc, l'une courbe qu'on obtient, c'est ici exprimé en azote, donc l'un des nutriments essentiels de l'agriculture, et vous montre la transition azotée de l'agriculture. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à partir des années 50, il y a les engrais de synthèse qui prennent les dessus sur les engrais organiques. Et donc, on voit que d'un point de vue ordre de grandeur, aujourd'hui, on utilise à peu près 5 fois plus d'azote, donc d'éléments nutritifs des plantes, d'origine industrielle que d'origine biologique. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Que si on s'interdisait l'utilisation
d'engrais industriels, il faudrait qu'on puisse disposer 5 fois la surface qui produit les engrais organiques par rapport à aujourd'hui. Donc ça correspondrait à une centaine de millions d'hectares fantômes que l'on n'a pas en France et qu'on devrait devoir retrouver quelque part. Avec évidemment des effets potentiels néfastes sur les forêts existantes et sur d'autres types sur d'autres milieux avec une valeur écologique éventuelle. Et ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'on compare donc production alimentaire, qui est la ligne rouge au milieu du graphique, avec les entrées d'azote, qui est l'ensemble de ces lignes, on obtient l'efficacité d'utilisation d'azote, donc cet indicateur très cher aux agronomes. Et donc on voit que on était extrêmement efficace, presque près de 80, 90 ou même 100%, vers la fin du 19e siècle. Et ça, c'était imposé par la rareté de la ressource. On ne pouvait pas faire recours comme aujourd'hui à l'industrie pour nous fournir en azote, donc on devait être efficace pour utiliser le maximum d'azote qu'on dispose à des fins utiles, c'est-à-dire à ne pas le perdre dans l'environnement, mais à le mettre bien dans le système racinaire de plantes pour qu'elles puissent le prélever et en faire de la nourriture. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le début de la transition avec les engrais azotés, et jusqu'aux années 90, on ne cesse de s'empirer dans l'efficacité. Et donc, c'est pas pour rien qu'on dit que les années 1970 sont les pires années pour l'environnement, en tout cas en France et dans plusieurs pays de l'OCDE développés. D'accord ? C'est à partir des années 70 qu'on commence à prendre conscience de différents enjeux. Donc, tout est dit dans les années 70, y compris pour le changement climatique, à peu de choses près. Et donc, il y a plusieurs politiques agro-environnementales qui se mettent en place et qui permettent et qui incitent à limiter les nitrates dans les nappes parce que c'est nuisible et donc à améliorer la performance du système. Et donc on a réussi partiellement alors que la production, elle, a continué à augmenter. C'est ce qui était un énorme exploit d'un système de produire à la fois plus et d'être plus efficace. Hein, c'est d'un point de vue thermodynamique, si vous avez l'occasion de discuter avec des physiciens ouverts d'esprit, ils sont tout à fait capables de vous expliquer que ça fait partie des choses compliquées plutôt. Alors, une autre caractéristique, une autre chose qui s'est passée le long de cette transition, c'est que, évidemment, les exploitations, l'agriculture dans son ensemble, a perdu en autonomie. C'est tautologique. On fait appel à l'industrie pour les engrais et les exploitations perdent en autonomie. C'est-à-dire que s'il y a des chocs, énergétiques ou économiques, financiers, etc., au niveau industriel, l'agriculture n'est plus à l'abri, elle sera impactée grandement. Alors, vous avez une autre... On ne s'est pas arrêté à l'azote, évidemment. On a retracé, modélisé la transition énergétique du système. Donc, ce sont des figures que l'on a pu publier récemment. Et donc, là, vous avez... en couche superposée, là, colorée, vous avez l'ensemble des énergies consommées par l'agriculture française sur 130 ans. Et donc, les enseignements que l'on peut tirer sont très riches. On voit qu'il y a substitution et pas addition. Alors ça, c'est une nouveauté, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle, ce qui s'est passé d'un point de vue historique dans le domaine, dans le mix énergétique de société, c'est qu'on a additionné de nouvelles sources sur de sources anciennes. Dans l'agriculture, c'est pas ça qui s'est passé. On n'a pas continué à utiliser la biomasse produite par le système lui-même pour nourrir les animaux de trait et par ailleurs avoir des tracteurs et de l'industrie de l'engrais en même temps. On a remplacé les uns par les autres, donc il y a eu substitution et pas addition de sources. Ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est que la consommation totale s'est plus ou moins conservée au cours du temps. D'accord ? On consomme à peine 20 ou 30% plus d'énergie pour faire tourner le système agricole aujourd'hui qu'à la fin du 19e siècle. D'accord ?
Pendant ces temps, donc, comme je le montrais précédemment, la production alimentaire, donc on ne sait pas ce que ça devient, hein, c'est-à-dire que le système agricole produit de la viande et des végétaux. La viande trouve des usages alimentaires presque de manière évidente. La biomasse, c'est une décision politique de savoir si on la loue vers la production d'agrocarburants, par exemple, ou est-ce qu'on nourrit avec la population. Ça, c'est totalement une question politique. Donc, la production potentielle alimentaire totale a été augmentée d'un facteur 3 ou 4, d'accord, elle a été quadruplée sur la période. Et donc ça veut dire que l'efficacité du total mesurée par le retour sur un investissement énergétique s'est aussi améliorée d'un facteur 2. Hein, si vous faites le compte, c'est ce que vous trouvez, vous pouvez me croire sur parole pour l'instant. Et donc l'agriculture a su faire mieux, à dégager plus d'énergie que ce qu'elle consomme, etc., etc. Certes, elle consomme des fossiles et produit de la biomasse, mais c'est une question qu'on va voir par la suite. Mais en même temps, elle a perdu totalement son autonomie énergétique. Elle est passée d'une autonomie de 100% à la fin du 19e siècle à une autonomie de 2% aujourd'hui, parce que l'essentiel, le 98% de l'énergie qu'elle consomme, elle provient de l'extérieur du système, alors qu'on veut qu'elle soit un système énergétique et qu'elle contribue à la transition énergétique. Or, elle n'arrive même pas à assurer ses propres besoins par ses propres moyens. Donc, ça veut dire qu'on est assez loin, et la suite de l'exposé essaye d'aller plus loin là-dedans. Alors, une fois ces choses posées, on peut aussi arriver à calculer le surplus alimentaire, c'est-à-dire ce qui est utile pour nourrir, ce qui nous reste finalement pour nourrir de la population. Et donc, il nous restait, donc je vais utiliser des unités énergétiques pour exprimer mon propos, mais on peut les traduire aussi en nombre d'habitants nourris. Donc, on produisait 200 pétajoules jusqu'aux années 50, c'est-à-dire qu'on nourrissait la France, et qui comptait à l'époque, je sais pas, 30 millions d'habitants, entre 30 et 40 millions d'habitants à peu près, ou voire, oui, plutôt 40. Et aujourd'hui, on produit 1200 pétajoules, c'est-à-dire qu'on a augmenté le surplus alimentaire exportable des fermes, c'est-à-dire ce que les fermes arrivent à fournir comme aliment à la population, on ne sait pas laquelle, par un facteur 6. Donc, l'essentiel de cette augmentation de la production, de surplus, est aujourd'hui donne lieu à des exportations, c'est-à-dire qu'effectivement la France nourrit le monde. D'accord ? Mais comment elle nourrit le monde ? Elle nourrit le monde en s'étant transformée d'un système autosuffisant énergétiquement à un système totalement dépendant aux énergies fossiles. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est vient ensuite ? C'est-à-dire, si on n'était pas en 2019, mais on était 20 ou 30 ou 40 ans plus tard, quelle serait l'allure de la courbe ? Je n'ai pas la réponse, clé en main, mais j'ai des éléments de réponse. Donc la question qui se cache derrière finalement l'essentiel derrière cette question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des réserves d'efficacité qui nous restent à exploiter, donc de façon à pouvoir faire mieux. La réponse rapide, c'est non, et je vais vous montrer pourquoi. Aujourd'hui, de la manière dont fonctionne l'agriculture, elle a plafonné d'un point de vue d'efficacité de la photosynthèse. On n'arrive pas à faire les cultures photosynthétiser plus d'énergie que ce qu'elles font aujourd'hui. D'accord ? Même chose pour les animaux d'élevage. On a augmenté beaucoup leur efficacité de conversion des protéines animales de faible qualité, des prairies, et aussi de grande qualité de grains, etc., en protéines animales. D'accord ? Donc, on voit que c'est très difficile, et ça, ce sont des contraintes dures, physiologiques, qui font que c'est très difficile d'aller plus loin, d'améliorer davantage ces efficacités. Deuxième facteur, donc, que j'ai annoncé au début, donc efficacité au travail. Est-ce qu'on peut avoir un travail agricole plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui ? Donc, on a calculé l'efficacité de la traction animale, qui est aussi énoncée par des facteurs biologiques, physiologiques des animaux, qui est de l'ordre de 8 à 10%. L'efficacité des moteurs, des tracteurs, qui fonctionnent évidemment pas au fourrage, mais au pétrole, est de 30 ou 40%.
D'accord ? Et on voit aussi, si on trace la courbe, que là aussi on plafonne. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 30 ou 40%, et la vraie question qui se pose derrière, c'est si à la place du pétrole, les moteurs des tracteurs et tous les engins agricoles devaient brûler de la biomasse, quelle serait leur efficacité ? C'est ça la vraie question. Donc la réponse à cette vraie question, c'est que l'efficacité serait de l'ordre de 12% ou un peu plus, c'est-à-dire qu'elle serait très proche de l'efficacité des animaux de travail. Donc ça veut dire que du moment où on part de la même source d'énergie primaire, on ne peut pas faire des miracles, et on retombe plus ou moins à l'efficacité des organismes vivants. Donc l'industrialisation a permis d'augmenter l'efficacité du travail et l'efficacité de production de l'agriculture, mais parce qu'elle a triché en partant des énergies de meilleure qualité que la biomasse qui était l'énergie de base du système auparavant. Troisième facteur, la production des engrais, que je vous rappelle sont vraiment à la base de l'envolée de la productivité agricole que je vous ai montré. Donc, est-ce qu'on peut simplement fabriquer des engrais, plus, autant, moins, etc., avec une plus grande efficacité, c'est-à-dire en dépensant moins d'énergie? La réponse est, a priori, qu'on n'a pas beaucoup de marge, parce que vous voyez ici la courbe de gain d'efficacité qu'on a réussi à parcourir depuis le début du XXe siècle, et aujourd'hui on voit que ça atteint aussi une valeur minimum qui est assez difficile à franchir. Donc c'est-à-dire que les industries de l'agrochimie ne pourront pas nous produire des engrais avec une meilleure efficacité que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc là aussi, on ne peut pas gagner, il n'y a pas de réserve d'efficacité à exploiter. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, que du moment où l'agriculture et la transition énergétique, on veut qu'ils soient analysés au même niveau, d'accord ? Il faut comparer les entrées et les sorties sur une même base énergétique. Quelle est la base énergétique évidente du moment où on parle d'agriculture? C'est la biomasse. L'agriculture produit de la biomasse, donc il faut exprimer ce qu'elle consomme en équivalent biomasse et voir quel est le vrai bilan. Parce que comparer du pétrole à la biomasse, ça biaise les choses. Donc ce qu'on a fait, c'est de retracer tous ces courbes-là sur la même période en exprimant tout en équivalent biomasse. Donc la ligne bleue que vous voyez ici qui monte, c'est l'équivalent biomasse de la consommation énergétique au cours du temps du système. Et on voit que cette consommation est égale, à peu de choses près, à la production alimentaire totale. C'est-à-dire que l'agriculture, d'un point de vue énergétique, consomme autant qu'elle produit sous forme d'aliments. Vous voyez ce que ça signifie? Et là, un héros de 1. Et cet héros de 1 correspond à des aliments sur le numérateur et de la biomasse consommée, c'est-à-dire le poids énergétique de fonctionnement du système, sur le dénominateur. Et donc, c'est en aucun cas un système qui correspond à une vraie source, à une source nette d'énergie pour l'humanité. Donc il y a d'autres choses qu'on peut voir sur la figure, mais je vais m'en limiter à une. C'est ces fonds bleu ciel là derrière qui correspond à la quantité de fourrage consommé au cours du temps. On voit que les animaux de production de viande de lait, donc les animaux destinés à l'alimentation, consomment plus d'énergie en termes équivalents que l'agriculture dans son ensemble pour fonctionner. Et que cette énergie-là, totale, c'est partage entre énergie issue des prairies, donc de l'herbe, et énergie de grains et de fourrage annuel, qui sont c'est presque du grain, et en part équivalente, en part égale. D'accord ? Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, le fourrage, c'est de 1700 pétajoules pour la France entière, et ça, c'est également la consommation de gaz naturel de la France. Donc, les animaux d'élevage consomment, sous différentes formes, grains, herbes, etc., l'équivalent de la consommation de gaz naturel de la France. Donc, c'est beaucoup.
D'accord? Et donc c'est un facteur de dissipation essentiel. Et donc on sent bien que si on supprimait non pas l'herbe des prairies, comme je viens de le dire, hein, c'est quelque chose qu'on ne saurait pas valoriser par ailleurs, à moins de convertir les prairies en terres arables. Mais là, l'impact environnemental total du système serait beaucoup plus grand, puisque une unité de terre arable est responsable d'impacts bien plus graves qu'une unité de prairie et pour l'ensemble de l'écosystème global. Donc on aurait beaucoup à gagner, à dissiper moins, donc en supprimant le grain et le fourrage annuel pour les animaux d'élevage. Alors ce qu'on a fait, c'est de voir, en plus de tous ces 3 facteurs de dissipation que je viens d'énoncer, donc efficacité d'utilisation de nutriments, traction et fourrage, donc aliments pour le bétail, de voir qu'est-ce qu'il en est des résidus actuels. Qu'est-ce qu'on laisse dans le champ? Est-ce que ce qu'on laisse dans le champ, d'un point de vue énergie totale, suffirait pour couvrir une partie ou l'ensemble de la consommation actuelle du système? Donc vous voyez ici le potentiel énergétique total théorique, donc exprimé en pétajoules, des résidus végétaux et animaux en France. D'accord? Ça somme à 1005 pétajoules. Ici, c'est ce qui se passe, c'est la situation actuelle. Ce qu'on valorise des résidus, c'est-à-dire des pailles notamment, et des excrétions animales aujourd'hui. Hein? On est loin du compte, et on a construit 2 scénarios donc, qui considèrent une récupération importante, d'accord, et une récupération modérée, mais qui reste importante. C'est-à-dire qu'il faudra cette récupération modérée correspondrait à récupérer des dizaines de milliers de tonnes de paille des champs. D'accord? Donc ce n'est pas peu. Et on a construit avec ça les frontières énergétiques de la ferme France, qui visent à répondre aux questions que j'ai énoncées au début, c'est-à-dire est-ce que l'agriculture peut contribuer à la transition énergétique sans empiéter à sa capacité nourricière. Et donc aujourd'hui on en est là. D'accord? On a un surplus de ferme de 1200 pétajoules et on est très loin, enfin on est vraiment à 100% dépendant d'énergie externe, donc fossile, on n'est pas du tout autonome. Et donc selon on a construit les 4 frontières qui montrent qu'au mieux, puisque je n'ai pas le temps de détailler, mais on pourra revenir dans la discussion éventuellement, au mieux on pourra couvrir le besoin de fonctionnement du système et produire un peu plus de ce qu'on produit aujourd'hui comme alimentation. Mais ça, c'est un cas vraiment extrême de valorisation totale des résidus, d'amélioration de l'efficacité des nutriments au sommet atteignable par le meilleur système à travers le monde aujourd'hui, à la suppression totale du grain et de fourrage pour l'alimentation animale, et à une efficacité de travail vraiment mis au maximum possible. Donc tous les scénarios intermédiaires, qui sont les scénarios réalistes, montrent que l'agriculture a quelques chances de pouvoir devenir autonome en énergie, mais elle ne pourra pas fournir de la biomasse de substitution aux énergies fossiles dans le cadre de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excédent de biomasse pour le reste de la société, en dehors, évidemment, de l'alimentation assurée par le système. Donc, quelques remarques très, très rapidement, et implications surtout, c'est qu'on a abusé dans l'utilisation des énergies fossiles pour nourrir des monogastriques. C'est ça qu'on a fait. Au cours du temps. On a eu accès à une abondance énergétique extérieure et on a augmenté la dissipation du système en faisant beaucoup trop d'élevage de monogastriques. Okay? Et donc pour les résidus, j'ai parlé que la valorisation même totale ne suffirait pas pour compenser la consommation actuelle du système. Et donc, le point que je n'ai pas démontré, mais qui est essentiel d'un point de vue durabilité, projection, etc., c'est qu'on estime que si à l'échelle mondiale, l'agriculture devenait
et autosuffisante en énergie, c'est-à-dire elle compensait la totalité de l'énergie externe fossile qu'elle consommait. Elle pourrait au mieux nourrir entre 1 et 10 milliards d'habitants. C'est-à-dire que toutes les projections des Nations Unies en 2050 qui montrent plus de 9 milliards, je vous rappelle que le 9,7 milliards, c'est la médiane, hein, la projection moyenne. Il y a une projection plus élevée qui monte à, je n'ai plus le chiffre en tête, mais peut-être 12 milliards, ne sont pas atteignables. Et on est même très loin du compte dans le cas plus pessimiste où le reste des efficacités des facteurs de dissipation que je viens d'énoncer et d'expliquer n'arrivaient pas à leur valeur maximum potentielle. Donc dans ce cas-là, il ne pourrait y avoir qu'une fraction de 7,6 milliards d'habitants qu'on est aujourd'hui sur Terre. OK ? Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci Petros. J'ai deux questions. La première, elle est technique. C'est est-ce que dans les calculs, par exemple, si tu prends les cultures d'oléagineux, par exemple, si tu fais ton calcul sur les biocarburants, tu alloues la partie huile au carburant et tu mets l'autre de côté, ou est-ce que tu alloues les tourteaux à l'alimentation animale et donc potentiellement à du travail traction animale? Est-ce qu'il n'y a pas une marge d'optimisation à ce niveau-là? Et la deuxième question, c'est il y a un siècle, un peu plus, l'agriculture était quand même l'essentiel, fournissait l'essentiel de l'énergie mécanique à la société, que ce soit pour le transport, la guerre et tout ça. Donc il y avait quand même une grosse part d'externalisation. Pourquoi aujourd'hui ça sera plus possible? C'est parce qu'on est plus nombreux et qu'on a moins de surface agricole, plus de forêts à la place? Qu'est-ce qui explique vraiment au fond tout ça? Alors pour le premier point, c'est un point méthodologique que je n'ai pas pu aborder, mais évidemment c'est essentiel. Donc ça dépend du scénario auquel tu te réfères. Et si tu penses au scénario de suppression de grains et de fourrage annuel, eh ben, il y a toutes les surfaces qui servent aujourd'hui à produire des oléagineux et à nourrir en partie les animaux d'élevage et en partie extraire de l'huile pour les agrocarburants sont allouées dans la production alimentaire directement pour les humains. D'accord ? Donc c'est un scénario qui va dans ce sens optimiste. Et donc pour répondre à la deuxième question, l'agriculture, comme je le montrais, en France, avait un ROI, donc un retour sur investissement énergétique de 2. C'est-à-dire que de toute la production, de tout ce qu'elle produisait, toute biomasse confondue, et à valeur économique élevée, donc grains, etc., comme à valeur économique moins élevée, paille, etc., la moitié de tout ça était réinvesti dans le système pour que ça fonctionne. D'accord ? Donc ça donne un ROI de 2. Un ROI de 2, on peut obtenir aussi aujourd'hui dans nos scénarios, dans ce que je montrais, mais à condition de supprimer presque la totalité de grains. On peut même aller au-delà d'un ROI de 2 si on supprime la totalité, et à récupérer des résidus à la hauteur qu'on le faisait auparavant. Donc rien n'a changé, évidemment, puisque toutes les transformations de l'agriculture qu'on peut décrire par l'analyse des transitions sont des basculements d'un système organique vers un système technique. Mais le système technique, il fonctionne sur une base énergétique différente, de nature différente. Si on exprime cette base énergétique en termes organiques, tu vois, mais on garde toutes les transformations techniques, finalement on se retrouve sans aucun changement. Et donc ce qui compte, c'est de la ressource primaire d'où on part et le produit final. Tout le reste, c'est façon de produire. D'accord ? Donc, d'un point de vue bilan total biophysique du système, il n'y a pas grande différence. Le micro, je pense. Là, c'est moi qui l'ai. Guillaume Gras, je suis un des fondateurs de Innovafeed, donc une entreprise qui produit des protéines à base d'insectes. La conclusion, elle est intéressante parce qu'en fait, vous prenez de plutôt supprimer l'élevage de monogastriques
alors que la plupart du temps, quand on a une approche climatique du problème, on regarde les gaz à effet de serre et on est plutôt à se dire c'est les ruminants qu'il faut supprimer. Alors je pense que c'est parce qu'ils émettent aussi du méthane. Et donc vous avez un peu pris le chemin de dire oui, alors les ruminants on les garde s'ils mangent de l'herbe. Or, en pratique, il y en a quand même beaucoup qui ne mangent pas de l'herbe, ils mangent des tourteaux. Est-ce que la conclusion serait différente si on avait cette granularité supplémentaire entre les ruminants herbivores et les ruminants qui mangent des grains? Je crois avoir répondu à la question, mais peut-être que je suis passé très très vite, trop vite même. Je dis que si on transforme la vache en cochon et en poule, parce qu'on la nourrit au grain, c'est la pire idée. Parce qu'on se met en concurrence avec l'alimentation humaine et en plus on émet des gaz à effet de serre dus à la fermentation, donc à la digestion de l'animal qui en émet plus que le monogastrique. Ce qu'il faut faire, ça dépend de l'objectif, mais si on veut maximiser la production agricole, la production alimentaire, il faut garder les ruminants qui rentrent dans les prairies existantes sans leur donner rien d'autre comme aliment, d'accord, les laisser émettre de gaz à effet de serre ou éventuellement les manipuler génétiquement pour en émettre moins, d'accord, mais donc ça c'est pour maximiser la production alimentaire. Et mais alors, sur la comparaison entre ruminants et monogastriques, il faut voir quelque chose. C'est que l'animal lui-même, effectivement, le ruminant émet plus de gaz à effet de serre que le monogastrique, certes. Mais le monogastrique se nourrit sur des terres arables. Et les terres arables émettent aussi des gaz à effet de serre. Et des gaz à effet de serre, surtout de l'oxyde nitreux, qui a un pouvoir de réchauffement global qui est de l'ordre de 50 fois celui du méthane. Peut-être pas, non, non, pardon, 300 fois celui du CO2. Excusez-moi, je mélangeais les deux. D'accord ? Donc 2 ou 3 fois celui du méthane. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en éliminant le monogastrique, en le gardant les ruminants, on aurait un bilan de gaz à effet de serre que je n'ai pas fait l'exercice de calcul précis, mais on garderait les émissions de ruminants dues à la digestion et de ce qu'ils mangent, mais on aurait éliminé les émissions liées aux terres arables que l'on destine à l'alimentation animale. Donc je pense qu'on obtiendrait un bilan positif. Positif au sens où on en met moins qu'aujourd'hui. Oui, Pascal Esposito. J'ai une petite question d'ordre de grandeur, en fait. Je comprends très bien l'histoire qu'on est limité à 10 milliards d'habitants, mais quelle est la part d'habitants de la Terre qui aujourd'hui se nourrissent sur la mer, c'est-à-dire qui ne prennent pas l'agriculture, mais qui se nourrissent sur une pêche qui, je sais bien, n'est pas durable, mais qui existe quand même? Et oui, c'est une très bonne question. Mais comme toutes les très bonnes questions, elle est aussi complexe. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire... je ne peux pas vous dire la part... Enfin, si, en fonction de société, ça varie énormément, mais en moyenne, c'est grosso modo une personne sur 10. D'accord ? C'est un 10%, l'ordre de grandeur. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le poisson des élevages a aussi une emprise terrestre. Parce qu'il est nourri au mieux avec des végétaux et dans le pire des cas avec des animaux. Et donc là, on a un facteur d'inefficience supplémentaire. Donc la pêche sauvage, c'est un système totalement différent du système agricole. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que c'est une vraie addition dans la production alimentaire totale potentielle, mais elle ne vient pas non plus sans impact. C'est-à-dire que l'impact de la pêche... Souvent on dit ne mangez pas des viandes terrestres et mangez du poisson. Si on se rabat sur le poisson sauvage, qui est déjà... Et on voit plusieurs espèces en voie d'extinction ou pas loin. Hein, l'impact écologique à travers les chaînes trophiques, etc., est gigantesque, et bien plus grand que l'impact de l'élevage terrestre.
Donc, si la question est quelle est la part, donc je pense que c'est 10%, mais après, il faut regarder tous ces aspects-là de comment sont nourris les différents animaux. Oui, ici la question suivante. Petros. Ouais. Et je voulais te demander, j'ai entendu Maxime de Rostolan à AgroParisTech qui disait en 1945, il fallait 1 calorie d'énergie pour produire 1 calorie d'alimentation. Et aujourd'hui, il faut 8 calories d'énergie pour 1 calorie d'alimentation. Tu confirmes ou tu connais ce chiffre ou... Il fallait 1 calorie de quoi? D'énergie. D'énergie investie? Oui. D'accord, pour dégager. D'accord, non, je n'ai pas entendu ces chiffres. Parce que ça me paraît un chiffre simple, mais j'aimerais. Mais l'idée, en fait, derrière, c'est que le rapport s'est dégradé, c'est ça. 8 fois. C'était un rapport de 1 contre un rapport de 1 sur 8 aujourd'hui. Oui. Et alors, je pense que, enfin, je vais certainement pas dire que c'est faux, puisque je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je soupçonne que ça inclut un périmètre qui va jusqu'à la cuisson. D'accord? Donc, si on va jusqu'à la cuisson, il y a des facteurs qui sont totalement différents de ce que je vous ai montré. Mais par contre, je trouve que l'essentiel, c'est-à-dire là où les choses sont le plus critiques, c'est jusqu'à la sortie de la ferme. Ensuite, comme le montraient Arthur et Félix, pardon, si on met la ferme à côté du lieu de consommation, on économise beaucoup d'énergie. Si on mange cru, on économise encore. Si on se prend la tête sur mettre le minuteur correctement du four ou ne pas dépasser la température ou ne pas cramer la nourriture, parce que dans ce cas-là, ton rapport est de 0. Tu as faim et tu as consommé un maximum. Donc, si on fait les choses correctement, je pense que là, on peut avoir une marge. C'est très difficile à quantifier, mais on peut trouver des solutions différentes. Mais le système qui produit, c'est un truc que soit ça consomme, ça fonctionne aux énergies externes, fossiles, électriques, etc., soit aux énergies autoproduites. Hein? Donc, cette dichotomie-là, on ne peut pas s'en passer, et c'est là où il faut se focaliser. Après, les solutions peuvent être multiples, et ça dépend beaucoup de l'organisation sociale, et on peut même avoir des fours de cuisson communs. Avoir un four pour 1000 personnes. Quel serait l'impact d'une semaine de jeûne mondial, c'est-à-dire si on arrêtait de manger une semaine? Je pense que sur le bébé, il y aurait des impacts très graves. Non, mais d'un point de vue de combien de nourriture on aurait économisé, une semaine sur 52. On va prendre une toute dernière question et puis après on a une petite pause café à nouveau. Oui, Rémi Chevalier, là, c'est par là. Rémi Chevalier, Nokia, travaillant sur la transition énergétique aujourd'hui. J'ai une question un petit peu d'ordre méthodologique sur le bilan et sur le retour sur investissement énergétique, parce que je n'ai pas vu la part de l'humain là-dedans. Parce que quand on parle de l'agriculture jusqu'à la fin du 19e siècle, on a 35 ou 40% de la population qui est nourrie par l'agriculture pour produire de l'agriculture. Donc on tient bien compte de l'énergie consommée par les non-humains, le bétail, etc., mais pas celle des hommes. Donc en termes d'évolution, ça changerait énormément le profil. Et si j'aborde le point, avant d'écouter la réponse, c'est aussi parce que si on veut inverser le système, c'est-à-dire revenir sur de la permaculture, des choses où on réduit la consommation d'énergie fossile pour revenir sur d'autres choses, il faut penser à réintroduire l'humain dans les champs. Donc je voulais savoir comment vous aviez pris ces éléments en compte.
La question, c'est sur les agriculteurs, c'est ça? Oui. Donc, évidemment, les agriculteurs sont comptés. C'est compté comme un élément du système qui consomme de l'énergie. Après, je n'ai pas le moyen de rentrer dans les... Enfin, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail méthodologique. Mais en tout cas, les agriculteurs sont comptés. Et effectivement, là, vous pointez un point important parce que... Alors, j'ai montré que la capacité à produire dépend beaucoup de l'efficacité. Et je vais montrer que si on part de la même base énergétique, l'efficacité de la machine et des animaux et de l'humain est à peu près la même. Donc la capacité à produire sera à peu près la même. Or, si on fonctionne aux machines, on nourrit des machines à la place d'humains agriculteurs. D'accord? Donc ça veut dire que on sera moins nombreux, enfin, il pourra y avoir moins d'humains et plus de machines. Si on fonctionne aux agriculteurs, il y aurait plus d'humains et moins de machines. Donc là, effectivement, c'est un élément clé de la population totale, d'une part, et aussi, évidemment, du rapport, du ratio et de population entre urbaine et rurale. Par contre, et aujourd'hui, on a dépassé le 50% de population urbaine, à en croire aux chiffres officiels, et on projette, je sais pas, 60-70% à l'horizon de 2030, 50, je ne sais plus. Donc ces rapports-là, et tout l'ensemble des projections en termes absolus de population et des rapports où vont habiter, dans quel type de milieux vont habiter ces humains, sortent du paradigme actuel. D'accord? Donc on ne pourra jamais avoir un rapport de 70% d'humains en ville et de 30% d'humains en agriculture sans avoir recours aux énergies externes. Donc une chose vraiment qui est importante et qu'il faut prendre en considération, c'est dans le cadre de la transition énergétique, du moment où l'enjeu, lorsqu'on parle d'agriculture, est de se nourrir et de savoir combien on peut être nombreux sur Terre. Est-ce que dans le cadre de la transition énergétique, on ne devrait pas garder un minimum d'énergie fossile pour l'agriculture et faire la transition dans tous les autres secteurs? L'agriculture, non. C'est une idée. Comme ça, on résout un certain nombre de problèmes et on se retrouve avec d'autres, évidemment. Mais c'est une vraie question à se poser, je pense. À moins que je me trompe dans tout ce que je vous ai montré, mais je ne pense pas. Et un dernier point, c'est que contrairement à d'autres secteurs, résidentiels et aussi industriels en partie, etc., l'agriculture, c'est très difficile à électrifier. On le voit déjà avec le transport. On essaye de faire la voiture électrique, on se donne beaucoup de mal. Ce qui est électrique, c'est le train. Mais le train est sous caténaire. Donc si on mettait tous les engins agricoles, tracteurs, moissonneuses, batteuses, tout sous caténaire, ça pourrait tenir. Mais on ne peut pas avoir des véhicules électriques hors secteur qui font plusieurs dizaines de mégawatts. C'est impossible. Enfin, peut-être j'exagère, plusieurs dizaines de mégawatts, mais de l'ordre du mégawatt. On ne peut pas. Ça peut tenir quelques minutes. Et d'ailleurs, la puissance maximale, elle ne peut pas être fournie. Donc, on ne peut pas électrifier. Et c'est la contrainte de ne pas dépendre d'énergie externe pèse très fortement sur la production possible. Donc, est-ce que sauvegarder une partie de ce qu'on consomme d'énergie fossile pour l'agriculture, lui réserver ça, est-ce que ce n'est pas une option à envisager? Je ne la défends pas, mais il faut y réfléchir.